ses compatriotes dans un strict costume de couleur sombre et à côté avec des couleurs chatoyantes. C'est la première dame qui est assise donc à ses côtés. Voilà, le président de la République, c'est l'image qu'on a souhaité avoir. Accueil de reine au palais présidentiel, réception de roi au salon des ambassadeurs, 6 au 3e étage du palais de l'Unité. Victorieuse de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026, les Lionnes indomptables du Cameroun ont eu droit à tous les honneurs dus à leur statut de championne d'Afrique. Dans ce décor féerique, en ce samedi 22 août 2026, tout ou presque n'était que symbole et message de sublimination. Le couple présidentiel camerounais a personnellement honoré les Lions indomptables ce 22 août au Palais de l'Unité, célébrant leur victoire historique le 16 août au Maroc en venant à bout du Malawi 3-0 en finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Le président Paul Biya a particulièrement salué le parcours de ces valeureuses joueuses, les érigeant en modèle d'excellence et en source d'inspiration majeure pour la jeunesse. La nation, par ma voix, vous témoigne en ce jour sa plus profonde gratitude. Cette gratitude s'étend naturellement à votre encadrement technique qui a réalisé un travail extraordinaire. Chers Lions indomptables, à plusieurs reprises par le passé, vous aviez atteint la finale de cette compétition. Le trophée vous avait toujours malheureusement échappé. Mais vous ne vous êtes pas découragé. Vous vous êtes relevé, vous vous êtes appliqué, vous vous êtes concentré, vous avez essayé, réessayé encore, et finalement, vous avez gagné. Votre parcours exemplaire doit être une source d'inspiration pour notre peuple, et tout particulièrement pour notre jeunesse. Le président de la République a remis des décorations aux Lions indomptables et à leur staff. Cette distinction de l'État couronne leur tout premier sacre continental ainsi que leur qualification pour le mondial de football féminin 2027 au Brésil. D'autres échéances plus exigeantes vous attendent. Je vous exhorte donc à persévérer dans l'effort en restant disciplinés, unis et solidaires. L'État, pour sa part, continuera à vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin à glorifier le grand architecte de l'univers et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini. Glorifiez-le et célébrer la vie. N'oubliez pas au passage, et n'oubliez jamais au passage, de dire merci à tous nos ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, visibles et invisibles, connus et inconnus, humains et nature, qui nous ont toujours accompagnés dans toutes nos entreprises, avec et par la volonté du grand architecte de l'univers. Nous leur disons infiniment merci. Mes chers compatriotes,
Avant de commencer cette publication, je voudrais adresser mes condoléances à une famille amie du côté de l'Ouest, à des parents qui ont perdu un jeune garçon âgé de 26 ans. Il était ingénieur. Que son âme repose en paix. Mais je voudrais ici, je vais y revenir sur cette publication prochainement après son enterrement de ce petit pour dénoncer quelque chose qui s'est passé dans la courte petite vie de ce jeune garçon dont sa maman est à l'origine, dont elle a attribué 2 papas, dont elle exploitait l'un et l'autre et que personne ne savait. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, très peu de gens sont au courant de cette affaire. Je vais donc revenir là-dessus et nous allons en parler. Ce n'est pas... On peut faire un enfant, on peut être adopté. Je vous le dis ici tous les jours, qu'un enfant est l'enfant de celui-là qui a transmis les valeurs éducationnelles, les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles. L'enfant n'est pas forcément ton enfant parce que c'est toi qui l'as accouché. Nous sommes les enfants de l'humanité, nous sommes les enfants de tout parent, de toute mère, de tout papa. Mais quand une femme choisit délibérément de faire croire à un enfant que voilà, là où tu vois là, ton père c'est le sous-préfet, ton père c'est le préfet, ton père c'est le président, ton père c'est le maire. En même temps, elle dit que voilà, ton père vit aux États-Unis, ton père vit à Londres, ton père vit à Paris, ton père vit de l'autre côté. Jusqu'au moment où il arrive un problème, que les valeurs, les traditions doivent s'appliquer. On se retrouve donc, on découvre le poteau rose. Ça, j'y reviendrai par la suite. Ce n'est pas le but de cette publication. Je voulais tout simplement dire que faisons attention. Femmes, faites attention. Hommes, faisons très très attention. Je ne veux pas dire ici qu'il faut exiger l'ADN, parce que moi je ne crois pas que l'enfant sort de terre, même si nous sommes nous-mêmes origines, nos origines c'est la terre. Mais nous sommes les enfants de tout le monde. Mais soyons un peu honnêtes, l'honnêteté intellectuelle. C'est cette malhonnêteté-là qui pousse souvent certains papas, certains parents à exiger l'ADN. Et qu'à la fin, on est surpris par le résultat. Donc ici, moi j'ai toujours dit, si une fille se retrouve aujourd'hui en Inde, là où vit Martha Bellinga et Boutou, viens me voir un jour, me dit voilà, Patrice Nouma Freeman, voici ton fils que tu m'avais, vraiment on avait fait cet enfant-là quand nous étions encore à Guadjalajala. Mon cher, ma chère, je prends, j'accepte, on continue. Ce sont les enfants de la terre. Moi, je me rappelle que, pour la petite histoire, nous avons grandi à la CCC. À côté de nous, il y avait aussi une autre maman qui avait autant d'enfants, parce que mes parents ont fait beaucoup d'enfants. À côté de nous, il y avait une maman, la famille Fouda. Cette maman-là, elle avait 6 filles. Elle avait 6 garçons. Et dans cette maison-là, cette maman-là, c'était la première fois que moi je vois une maman qui prépare aussi bien le riz. Parce que le riz chinois que nous découvrons ici, nos mamans faisaient ça depuis. Maman Fouda préparait le riz et tout le quartier mangeait là-bas. Nous tous, elle avait 12 enfants, alors nous tous au quartier, dès que tu passes, elle t'appelle. Mongo, Zuka Zubokpova, dit, elle était Manguissa. Ce qui fait que moi j'ai grandi plus. Nous avons, dans le quartier, grandi avec plus de cette maman-là, parce que je parle couramment le Manguissa, plus que les tonnes même. Et un peu plus loin, il y avait les Monkam, c'était les Bafans, les Yamala. C'était là-bas. Donc on était là-bas, on a grandi comme ça. On ne connaît pas, tu es l'enfant de X, tu es l'enfant de Z, mais fais attention. Il ne fallait pas faire une bêtise devant un parent. Dès que tu fais la bêtise là, accepte que tu sois puni là-bas. Chez la maman de Monkam, ou chez la maman de Beneli, ou bien chez la maman de Lengono, ou bien de Achille Boyomo, quelque part là-bas. Et que ta punition s'arrête là-bas. Si elle a, parce que si elle vient dire ça à tes parents à la maison, ce que tu as fait comme erreur dehors, tu auras une double punition, parce que ta maman va encore te punir, parce que c'est dit que, mais comment? Donc, tu vas me souiller, parce que ce n'est pas l'éducation que je t'ai donnée. Donc, tu es beau puni parce que tu as souillé la matière, et tu es souillé pour la faute que tu es allé commettre là-bas dehors. Donc, tu es doublement puni. Donc, nous, on a grandi comme ça. Je ne peux donc pas dire ici à quelqu'un que non, là, ça, ce n'est pas ton enfant. Ça, non, moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. Ça, c'est moi, ça. D'autres ont leur logique. Venez m'attribuer vos enfants. Je vais les reconnaître tous. On accompagne l'éducation, on vit. Ce n'est pas ma richesse seulement, c'est d'abord des créatures de Dieu. On éduque, on transmet des valeurs, des bonnes valeurs, et on avance.
Mais il y a des circonstances qui veulent que, comme le cas que je vous explique là, je vous en reparlerai prochainement, qu'il faut faire très très attention. Parce que ça peut conduire à des réactions que vous n'avez pas le contrôle. Il y a des hommes qui décident de poser des actes que vous ne pouvez pas contrôler. Il faut éviter ça. Mais moi, j'accepte tous les hommes. Mon épouse que vous voyez là, parce que quand moi je vous la présente, vous regardez seulement les formes. Mon épouse que vous voyez là, elle m'a déjà fait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Je ne lui ai jamais demandé que nous allons faire l'ADN. Moi, je n'ai pas le temps de ça. L'enfant est né. Dieu a voulu que je sois là. J'élève, j'éduque, je transmets des valeurs. Point final. Maintenant, bon, mais je fais confiance à mon épouse. Moi, je pense que c'est une femme fidèle et disciplinée. Ça, c'est en passant. Même comme le grand-père disait souvent que bon, ta femme est ta femme quand elle est couchée là. Même quand elle se lève là pour aller faire pipi, comment ça dit? Tous fort, il faut tousser. Vous voyez un peu? Alors, plaisanterie à part, revenons aux choses sérieuses. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais échanger avec vous, vous, jeunes gens. Cette publication, c'est une conversation, c'est une causerie que je vais avoir avec vous ensemble. Parce que nous sommes là en train de traverser la période la plus importante de l'histoire de notre pays, le Cameroun. Nous sommes en train de basculer là d'une génération à une autre et nous sommes en train de basculer là vers une troisième république et qui risque d'être l'une des troisièmes républiques les plus violentes de notre histoire. Les gens, les positions sont en train de se prendre. Je voudrais donc partager cette publication avec toi, cet échange que je vais avoir avec toi, de te faire voir comment ta vie se dessine devant toi. Tu es un acteur, commentateur, passif, pas actif. Actif pour commenter, mais pas actif pour se préparer à recevoir le pouvoir qui est le tien, que tu as donné aux autres. Tu es dans les commentaires, tu es dans la trahison, tu es dans l'insulte, tu es dans la méchanceté, tu es dans la jalousie et tu es dans l'intrigue. Tu te délaisses toi pour commenter. Je te dis ça parce que Paul Biya, le président que nous venons de voir, c'est l'incarnation de la définition de notre vie. Oui, monsieur, à travers Paul Biya, tu as vu toutes les vies défiler. Tu as vu les échecs, tu as vu les réussites, tu as vu les morts, tu as vu les vivants, tu as vu les blessés, tu as vu les handicapés, tu as vu les exilés, tu as vu les prisonniers, tu as vu toutes sortes de vies, tu as côtoyé et tu as vu avec Paul Biya. Oui, monsieur. Tu as vu des gens partir de rien, devenir riches sans faire des efforts. Tu as vu des hommes d'affaires partir de rien, devenir riches sans faire des efforts. On te dit non, là c'est le porte-monnaie magique, là c'est l'aristocratie, là c'est le moukwanye, là il a vendu les ossements humains, là il a vendu le sang humain, là non, il est allé porter les cadavres, il est allé profaner des tombes. Tu as tout vu avec le président Biya. Tu as tout vu avec le président Biya. Tu as vu un être humain qui s'est levé, président de la République, il a pris tous les enfants des autres régions, sauf ses propres enfants, dans la maison de président Paul Barthélemy Yapim-Vondo. Mais Paul Barthélemy Yapim-Vondo a fabriqué des milliardaires dans d'autres régions. Oui, monsieur. Ils sont dans l'or, le diamant, le bois, le pétrole, le gaz, le manganèse, l'ivoire. Ils sont dans tout ce que vous pouvez imaginer. Il a fabriqué ça. Nous avons donc vu naître dans notre environnement immédiat de ce que j'ai appelé des faux milliardaires, des faux riches qui n'ont pas su capitaliser. Et ça dans toutes les régions. Hein. Dans la maison de Yapim-Vondo, il n'y a aucun ministre de sa famille. Il n'y a aucun directeur général. Je vous parle de ses propres enfants. Parce qu'avec Mitterrand, je vais vous en parler ici à la fin. Il y avait son fils là qui était comme un chargé de mission. Il avait été surnommé Papa Madi. C'est comme ça qu'on l'appelait, Papa Madi. Il était dans toutes les chancelleries, dans toutes les présidences. Il passait partout, Papa Madi. Chez Paul Biya, vous avez vu l'état de Brenda. Pourquoi je vais te raconter toutes ces petites histoires? Voilà un monsieur président de la République qui a dévoué sa vie, à tort ou à raison, pour nous. Il était président, n'est-ce pas? Président, il ne peut pas garder ses enfants au palais avec lui et en même temps s'occuper des Camerounaises et des Camerounais. Mais c'est lui qui a la responsabilité de nommer, c'est lui qui garde ceux qui gardent les Camerounaises et les Camerounais, y compris ses propres enfants. Je veux donc attirer ton attention sur cette première étape. Tu as vu comment on a détruit les enfants de Paul Biya devant lui. Vous avez vu tout ça. Tout le monde a vu. Nous avons tous vu comment les propres enfants de Paul Barthélemy Yapim-Vondo ont été détruits devant lui. Vous avez Franck Biya, que nous avons tous vu et que nous voyons ici. Nous avons Brenda, que nous avons tous vu et que nous continuons de voir ici.
Nous voyons Junior, que nous ne voyons pas assez. Mais une fois en 20 ans, les gens l'ont vu peut-être 2 ou 3 fois. Nous l'avons vu. Mais nous avons aussi un autre qui s'appelle Georges Gilbert Bangola. Attendant, il ira en prison. Si M. Biya n'est pas en prison, nous, dans le cadre du parti politique, du parti républicain, nous peserons de notre poids qui répondent de ces actes posés. Ça, c'est la première chose. Vous lui donnez même un statut non requis. M. Atanga ne sait pas écrire une lettre. Je vous le dis parce que j'étais directeur de publication à l'époque du démenti. Quand il donnait une publicité, il ne savait même pas écrire un reçu. C'est un phénomène. Est-ce que vous pensez que Paul Atanga peut refuser les voyages officiels avec le chef de l'État pour aller gérer le MINAT? Vous connaissez quel avantage il avait pour faire ce qu'on appelle de la fémania? Parce que Paul Atanga prenait les factures des gens et mettait dans son sac pour aller dire je vais aller rencontrer le chef de l'État. Avec vos factures, avec vos problèmes. Le chef de l'État n'a jamais fermé une amulerie. Mais Paul Atanga dit que pour des questions sécuritaires et qu'il a trouvé des armes qui se baladent dans la rue, lesquelles qu'il met à la place, disons que la communication et qu'on en parle. Alors Georges Gilbert Bangola, est-ce que vous pensez qu'il peut mettre un terme à la crise sociopolitique? Je suis désolé, il est parti, il est rentré avec une bonne bastonnade. Il faut le dire. Il a presque 60 ans, n'est-ce pas? Il vous dit qu'il est le fils de Biya. Il est bien connu de la famille de Biya. Chacun, nous ici, y compris moi en premier, chacun y partira de sa petite spéculation. Oui, c'est le fils de Biya. Tu ne vois pas comment il le ressemble? Même la voix. Non, ce n'est pas le fils de Biya. Pourquoi Biya ne l'a pas reconnu depuis? Mais pourquoi Biya lui-même ne dit rien? Non, dans sa famille, pourquoi l'a mis 2 ans en prison? Non, si, non, ça. Chacun y va de sa petite musique. La vie de Biya a été un mystère du début jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Tu l'as appris et tu n'as rien compris. Le président Biya nous a laissé spéculer sur sa vie. Tu as passé toute une journée à parler de la vie de Biya, tu as parlé de ta propre vie. Tu vois, je m'assois ici maintenant là, avant de voyager. Je vais quitter là tout à l'heure là pour partir. Mais je suis en train de te parler parce que Biya, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, sache que il t'a beaucoup appris. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Sache que nous avons beaucoup appris de lui aujourd'hui et demain. Mais c'est à toi maintenant de mettre en pratique ce que tu as appris. Si tu as jugé que Biya a été paresseux, faible, feignant, il n'a rien fait, montre que tu peux être plus que lui. Si tu as vu que le calme de Biya, la réserve de Biya, qui ne parle jamais mal de personne, ça t'aurait enseigné quelque chose. Capitalise et continue. Il a 100 ans, mon vieux. Ce monsieur que tu as vu là, il a 100 ans. Si tu as vu que Paul Biya n'a pas nommé un enfant de sa famille, tout le monde se pose la question, peut-être ça peut arriver à tout moment, il n'est jamais trop tard. Franck Biya, vice-président, Franck Biya, directeur de cabinet civil, Franck Biya, conseiller, Franck Biya, député, Franck Biya, sénateur, Franck Biya. Jusqu'à présent, on n'a vu aucun décret nulle part nommant Franck Biya quelque part. On n'a pas vu Brenda. Alors que dans certains pays comme au Congo, les enfants du président, les filles comme les garçons ont des postes, sont positionnés, ils sont ci, ils sont ça. On a vu ça au Gabon, Ali Bongo avant d'être président, il a été ministre de la Défense. On a vu ça un peu partout dans certains pays. Les papas, les fils à papa. Mais Biya Vondor, nous allons déplorer que les mêmes personnes qu'il a lui-même nommées partout, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont accompagné dans cette position, là où il se trouve aujourd'hui. Paul Barthélémy Biya Vondor a pris des gens de partout. Nous nous plaignons qu'il n'a pas pris les jeunes. N'est-ce pas? Nous nous plaignons. On dit qu'il n'a pas pris les jeunes. Mais quand il y en a un jeune qui s'appelle Capitaine Efoudou, on dit que non, celle-là, c'est l'aristocratie. Non, il doit être un PD. Non, il a vendu sa mère. Bon, quel est son réseau? Comment il a fait pour se retrouver là-bas? Quand il vient aux États-Unis, il prend un type comme l'une des plus trapules de l'histoire de la gestion au Cameroun qui s'appelle Ngongo Ferdinand. Ngongo Ferdinand est vice-président depuis le premier jour qu'on l'a pris ici. Ici, là. Ngongo Ferdinand. On a pris Ngongo Ferdinand ici. À l'époque, Ngongo Ferdinand portait des costumes qu'on appelait des costumes Kabangondo. C'est-à-dire, moi, depuis, même à l'époque, vous savez, moi, donc même à l'époque, là, nous, on ne portait pas les costumes de Ferdinand Ngongo que vous voyez là. Donc, voici un monsieur qu'on allait prendre. Jeune, on lui a donné la délégation de pouvoir, la délégation de signature, n'est-ce pas? Ce gars-là, quand il quittera le pouvoir demain, parce que Ngongo Ferdinand, là, il est là, la porte vers la prison l'attend. Ils peuvent manigouiller, ils peuvent manigancer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ngongola, direction prison, direction exil ou la mort. Il n'y a pas autre issue avec le type là. Ok. Donc voilà un monsieur que Biya s'est levé. Un jour, il a fait une délégation de signature. Il a donné à ce monsieur là, vice-président, que la Constitution ne connaît pas.
vice-président que la Constitution ne connaît pas. Le président a contourné la Constitution, contourné les institutions. Il a dit, ok, je te donne la délégation de signature, tu signes pour moi. Donc, il est vice-président là depuis. Il signe sur tout, tout et sur tout, n'est-ce pas? Maintenant, si un jour, Ngongo Ferdinand n'est plus là, nous dirons qu'il a apporté quoi au Cameroun? Alors qu'il a été à la tête de la gestion de plusieurs projets, parce que ça rentre dans ses prérogatives, des grands projets. On a vu les stades, on a vu le Covid, on a vu les routes, on a vu la sécurité du Cameroun. Là, encore aujourd'hui, là, quand je parle de sécurité, il y a une jeune fille qui a été tuée dans une maison qu'on appelle les meublés, là. Il va donc falloir revoir toutes les règles des meublés. Parce que les gens fuient maintenant les hôtels pour aller tuer des gens dans les meublés. On ne sait pas qui rentre dans les meublés, on ne sait pas si ces gens sont enregistrés, on ne sait pas si ces gens sont des bandits qui peuvent aller se cacher dans un meublé, on ne sait pas comment font-ils, on te tue là-bas et puis tu pars. Donc il faut revoir, il faut repenser la réglementation des meublés, ceux qui vont là-bas, à l'intérieur. Donc revenons donc à l'essentiel ici. Alors quand vous regardez donc des Camerounais comme ça, sur toutes les plateformes, je dis ici encore, le président de la République a une responsabilité. Il est comptable. La responsabilité est totale. Mais si le président a la responsabilité qui est totale, ça veut dire qu'il n'y a pas de ministre. Personne ne doit y être. Nous tous sommes, Mais si sa responsabilité a été décentralisée, comme Ngongo l'a fait dans la gestion du Covid. Ngongo a eu une gestion du Covid très subtile. Beaucoup d'entre vous ne savent pas. Dans la gestion du Covid, à qui Ngongo, le président a donné toute la responsabilité, il a créé la task force. Dans la task force, Ngongo a donné la délégation de signature à Manaouda Malachi. Mais c'est Ngongo qui décide de tout. Mais c'est Manaouda Malachi qui signe. Manaouda Malachi, en tant qu'un vieux briscard aussi, un jeune voyou, bandit et délinquant, c'est dit que non, le monsieur, si je le connais déjà, la délégation de signature là, il ne faut pas que je me retrouve en prison demain comme les autres. Qu'est-ce que je dois faire? Il a aussi pris sa délégation de signature, il a confié à des personnes. Mais c'est ceux-là qui n'ont pas de délégation de signature qui gèrent l'argent. Les autres à qui Ngongo Ferdinand et Manaouda Malachi ont donné la délégation de signature, doivent venir leur donner de l'argent pour se partager. Alors, Ngongo Ferdinand et Manaouda Malachi ont tué toutes les personnes à qui ils ont donné la délégation de signature quand ils ont fini de partager l'argent. Ils ont tué tous, y compris un Russe, y compris un Suisse. Ils ont tué le chef. Ils ont tué toutes les personnes qui sont décédées. La dernière a été calcinée dans une boîte de nuit. Tout ça, c'est documenté, ce que je vous dis. Hein? Yes, c'est documenté, ce que je vous dis là. Ce que je vous dis est documenté. Donc, Ngongo a eu tous les pouvoirs. Le Covid, la canne, les grands projets. Ok. Il en a même abusé. Il en a tellement abusé que l'un des ancêtres camerounais encore vivants, appelé Laurent Esso, était venu excéder par cette façon de faire. Il dit, ok, je suis fatigué. Laurent Esso est donc sorti. Il a dit publiquement, résister aux hautes instructions. Haute, c'est qui? C'est Paul Biya. Instruction vient de qui? De haute. Résister aux hautes instructions qui étaient abusivement utilisées par Ngongo Ferdinand. Laurent Esso, un ancêtre encore vivant, dit publiquement résister aux hautes instructions. Ça veut dire qu'il ne croit plus à ces hautes instructions-là. Ça veut dire que Ngongo Ferdinand a fucked up. On n'y croit plus. Apparaissent donc tout ce que nous pouvons voir. Les abus sexuels, les agressions sexuelles, les viols, les assassinats, les détournements, tout, trafic d'influence, corruption, intimidation, tout ce que vous pouvez imaginer se concentre sur Ngongo Ferdinand. Ok, très bien. Ça veut dire que le président de la République a donc vu les jeunes. Il a donné la responsabilité aux jeunes. Il a même donné la délégation de pouvoir. Il est allé s'asseoir à l'angle. Il dit, je vais voir comment vous allez gérer. Il s'est assis. Il a vu comment vous avez géré. Il a vu comment nous avons géré. La gestion pour nous les jeunes, c'est détruire celui avec qui tu n'étais pas d'accord. Est-ce que là aussi nous avons appris quelque chose? Non. Parce que Biya vous a dit qu'il peut dépasser un certain nombre de comportements. Il est allé prendre Issa Chiroma, votre bon diable à vous. Il a fait de lui ministre pendant au moins 2 ou 3 décennies. Plusieurs fois ministre. Alors que Issa Chiroma a été l'une des critiques véhémentes. Critique contre Paul Biya à nul autre pareil. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme, de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez,
Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le veau hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il l'a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas, il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille, je n'en sais rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition. Il y a eu Issa Chiroma, violent, nul autre pareil. Mais Paul Biya, il a dépassé tout ça. Il est allé prendre Issa Chiroma. Il dit, moi, tu me critiques, n'est-ce pas? Bon, viens m'aider. Issa Chiroma, là, après avoir été ministre plusieurs fois, il vous dit qu'il était candidat à deux mois des élections. Aujourd'hui, il est en fuite, n'est-ce pas? Ce qu'Issa Chiroma a fait là, c'est ce que les Ngongo, les Paul Atangandji, les femmes Ndongo sont en train de faire aussi à leur niveau. La trahison. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service des puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan
qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne, que ce pouvoir relevant de la souveraineté du peuple se trouve donc accaparé par ces deux groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais vote dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier, qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont opposé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple, et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons, j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ces deux partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique. Mieux, la haute trahison. Ils ont reçu les hautes instructions, ils ont aussi fait les hautes trahisons. C'est ce qu'ils sont en train de faire à l'instant où je vous parle là. Mais ça va les rattraper tous. Donc, avec Paul Biya, nous avons beaucoup appris. Jusque-là, il a été très laxiste. Peut-être lui, à son niveau, il dit qu'il a été patient, il a été observateur. Non, moi je jugerais ça qu'il a été laxiste. Et ce laxisme-là nous a conduit à ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous voulons le pouvoir. Nous avons eu le pouvoir. Et ce, dans tous les domaines. Tous les domaines. Au Cameroun, nous avons eu le pouvoir. On dit non, il faut donner le pouvoir aux jeunes. Il faut donner le pouvoir à ci, il faut donner le pouvoir à ça. Oui, on a tout raconté. Nous avons eu jeunes, nous avons eu le pouvoir. Mais nous avons passé, donc, notre vie à abuser du pouvoir qui nous a été donné. N'est-ce pas? Ok. Paul Biya est donc responsable. Nous ne sommes pas responsables. Nous sommes des saints. Et ceux qui se disent des saints-là sont ceux-là qui ont accompagné l'articulation de l'imposture, de l'incapacité, de l'impossibilité. Non, pas, je ne vais pas l'impossibilité. L'incapacité à gérer le pouvoir du président Biya. Parce que c'était eux des bras articuliers, des chevilles pivotantes. C'était eux des aéroports, de tout ce qu'il y avait à faire. Et ces mêmes personnes disent donc aujourd'hui que il faut tuer Biya pour prendre le pouvoir.
Je ne peux pas dire tuer Biya parce que finalement Biya il arrivera pas mourir un jour comme moi. Donc la mort fait partie des données de la vie. Je ne peux donc pas dire il faut tuer Biya. Parce que le président Biya, un jour ou l'autre, il passera, il partira comme moi, comme ceux qui sont partis avant. Mais ce qui m'interroge, c'est Alem Bengoro, qui est allé en prison hier, n'est-ce pas? Sa prison n'a pas inspiré Ferdinand Gongo, sa prison n'a pas inspiré Oswald Baboke, sa prison n'a pas inspiré Fam Ndongo, sa prison n'a pas inspiré Paul Atanganji, sa prison n'a pas inspiré Nganou Djoumissi. Gérons bien, si nous gérons mal, un jour ou l'autre, on peut se retrouver de l'autre côté. Donc ces gens qui nous ont créé tout ce que vous voyez là, les autoroutes qui ne sont pas finies, les Camerounais qui n'ont pas l'eau, les Camerounais qui ne sont pas en sécurité, le chômage qui bat son plein, l'exil. L'exil. Et pendant que nous allons en exil, les étrangers viennent discuter les terres chez nous. Comme les Rothschild sont en train de discuter le terrain au Cameroun. Entre-temps, toi tu ne peux pas avoir de terrain. Entre-temps, tu ne peux pas vivre au Cameroun. Tu as eu les moyens de partir. Entre-temps, tu ne penses pas le Cameroun, mais tu penses à la critique. Ce Biya qui est mauvais, Biya doit partir. Tu ne t'attaques pas à ceux-là qui ont plongé Biya dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, Patrice Numa qui était responsable de la police, Patrice Numa qui était responsable de la gendarmerie, Patrice Numa qui était responsable de la douane, Patrice Numa qui était responsable partout. Tu ne t'attaques pas à lui, mais tu ne lui poses pas de questions. Que non, attention, rends compte ici. Viens rendre compte de ce qui se passe. Tu t'attaques, tu perds plus de temps avec Paul Biya, qui est à la fin. Ce monsieur a 100 ans, bon vieux. Ce monsieur a 100 ans, il a fait sa vie. Il a tout donné. Allez voir des écoles, allez voir des lycées, allez voir les collèges, allez voir l'université, allez voir les comportements qui se font, qui se pratiquent là-bas dans ces institutions-là. Paul Biya va être partout. Nous allons tout mettre sur sa tête. Paul Biya, quand il est arrivé aux affaires, il brillait tellement qu'on l'a mené partout, dans les lieux les plus sacrés de notre pays pour lui donner le pouvoir. Il est presque impossible aujourd'hui de lui reprendre ce pouvoir. Toute cette clique n'a aucun intérêt à ce que ce système change. Pour que le système change, il faut que les Camerounais... Michel Monbiot, le président de la République est de retour, mais contrairement à son départ qui avait été annoncé, son retour n'a pas été annoncé. Il y a juste eu des rumeurs bien avant, depuis lundi, des documents de la CRTV qui prépare un déploiement, un direct spécial de son retour, et pas d'information officielle du cabinet civil qui avait annoncé son départ pour un court séjour privé en Europe. Peut-on y voir peut-être un retour précipité du président de la République, un retour qui n'était pas prévu? Madame Mayo, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le piège du système. Le système, il y a longtemps, qu'il lance ce genre de choses et de futilité, en fait. Voyez-vous, on est en train de discuter de l'arrivée d'un chef d'État. Les gens parlent à gorge déployée du retour d'un chef d'État dans son pays. Est-ce que ça devrait être un événement? Est-ce que c'est ça qui remplit le panier de la ménagère? Est-ce que ça ne devrait pas être un événement du moment où il a passé plus de 70 jours hors du pays? Il a battu son propre record. Madame, le président, même lorsqu'il est à Yaoundé, est-ce que vous le voyez? Mais il est là. On suppose qu'il est là. Il aurait pu sortir en catimini. Alors, il faut que les gens comprennent. Vous avez reçu Messanga Nyamding ici, mon camarade. Il vous a parlé du roi Louis XIV. Alors, M. Biya s'inspire beaucoup de Louis XIV. Louis XIV avait 5 principes qu'il a dictés, dit simule, dissimule, ne te fie à personne, dis du bien de tout le monde, réfléchis avant d'agir. Voilà les 5 points sur lesquels Paul Biya s'appuie pratiquement tous les jours. Lorsque vous avez bien étudié l'histoire de France, vous comprenez le système camerounais. Et l'une des autres recommandations, il a écrit ça dans les bréviaires, hein, c'est le cardinal Mazarin qui a écrit ça dans les bréviaires du politicien. Et il recommande aussi, dans ce même bréviaire du politicien, parmi les conseils qu'il donne, il dit au prince, c'est-à-dire au chef de l'État, de se faire rare. Et bien justement, est archi rare. De telle manière que lorsqu'il dit quelque chose, ça devient un événement. Et ça fait plus de 35 ans qu'il mène les Camerounais ainsi. Et chaque fois, d'une génération à l'autre, les Camerounais tombent dans le même panneau.
Moi, si vous m'invitez pour discuter de ça, je ne viendrai pas parce que ça ne sert à rien. Je suis venu parce que je sais qu'on a mieux à faire que... Laissons ça aux commentateurs du dimanche. Et le plus important, c'est que le président de la République soit de retour. Oui, c'est le symbole. Mais ce retour, justement, qu'est-ce qu'il change à la vie du Cameroun? Mais rien du tout. Au moins, les Camerounais savent qu'ils ne sont pas orphelins sur le plan symbolique. Mais sur la vie de tous les jours, la marche de la République, on dit que l'espoir fait vivre. Mais quelqu'un, je crois c'est Jacques Chirac qui a dit, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et il a dit, je vais faire un gouvernement. J'ai suivi votre reporter parler du gouvernement qu'il a promis. Un, ça n'engage que ceux qui y croient. Et de deux, il a dit dans les prochains jours. En français, c'est très compliqué. Hein? Quand on dit en français, je suis diplômé des lettres modernes françaises. En français, quand on dit dans les tout prochains jours, ça marque l'imminence de ce qu'on va faire. Mais quand on dit dans les prochains jours, ça peut prendre 2 ans. Alors, ça reste les prochains jours? Oui, bien sûr. Puisque ce ne sont pas les jours passés. L'espoir fait vivre. On attend. Mais lorsque quelqu'un vous dit dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines heures, c'est très très différent. Alors, j'entends des gens qui sont prêts à soutenir des thèses là-dessus. Mais voilà la différence. Il n'a pas dit dans les tout prochains jours. Il a dit dans les prochains jours. Ça peut prendre 5 ans. Ça sera toujours les prochains jours. Donc le président de retour qui a annoncé en décembre dernier, qui l'a réitéré en février dernier, la formation d'un nouveau gouvernement ne pourrait pas procéder à un remaniement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisqu'il est déjà à Yaoundé. Bien sorcier qui pourra le dire. Il est le maître des horloges. Il est le seul. Et M. Biya n'a jamais laissé transparaître ses projets. Il fait donc ce que Mazarin dit. Il simule, il dissimule. Il ne se fie à personne. Il dit du bien de tout le monde. Vous avez entendu Paul Biya parler mal de quelqu'un et il réfléchit avant d'agir. Voilà les 5 recettes cardinales du cardinal Mazarin que Paul Biya applique tous les jours. Lorsque vous avez étudié Mazarin, lorsque vous avez étudié Nicolas Machiavel, chaque fois quand il posait un acte, vous pouvez dire, oh, écoutez, ici il s'inspire de Machiavel, là il s'inspire de Mazarin, là de l'abbé Dubois, ainsi de suite. Mais sur le plan global, Paul Biya se comporte aujourd'hui comme le roi Louis XIV. Parce que on l'appelait le roi soleil. Alors Paul Biya, quand il est arrivé aux affaires, il brillait tellement qu'on l'a mené partout, dans les lieux les plus sacrés de notre pays pour lui donner le pouvoir. Il est presque impossible aujourd'hui de lui reprendre ce pouvoir. Mais comme chaque chose a une fin, fatalement, sa fin viendra en son temps. Mais pour ce qui est des attentes, permettez-moi de vous dire que mes attentes ne sont pas celles du Camerounais lambda. Mon attente principale, c'est qu'on change le système. Le système, c'est quoi, madame Marie? Mais changer le système, ce n'est pas procéder au remaniement, justement. Mais non. Permettez que je vous explique. Allez-y. Vous voyez, en science, on vous a dit que le corps humain a des organes. Et on vous a dit que le corps humain a des systèmes. En réalité, le corps humain est un système en lui-même. Et à l'intérieur, vous avez maintenant des sous-systèmes. Olfactique, sanguin, nerveux. Prenons aussi la voiture. Quand vous prenez une voiture, la voiture en elle-même est un système, avec à l'intérieur des sous-systèmes. Parce qu'un système, c'est un ensemble de sous-systèmes qui se mettent ensemble pour fonctionner et produire un résultat, dit trivialement. Alors la politique, c'est la même chose. Le Cameroun, la société camerounaise est un système. À l'intérieur, vous avez 3 sous-systèmes. Le sous-système politique qui produit les lois, le sous-système économique qui produit la richesse, et le sous-système culturel qui produit certaines valeurs. Et puis, les arts, les diplômes. Lorsque vous allez, par exemple, à l'école, vous sortez avec un diplôme, vous venez, votre patron vous recrute, et c'est comme ça que vous transformez
ce capital, on appelle ça le capital culturel. C'est ça que vous transformez maintenant en capital économique avec votre salaire qui vous permet maintenant d'acheter la maison. Alors, il se trouve que le Cameroun est dirigé par un système mis sur pied par un certain Louis-Paul Ojula, un Français. C'est lui qui a initié toute la classe politique que vous voyez aujourd'hui. C'est lui qui a instauré au Cameroun la médiocratie. Le système qui est là aujourd'hui ne pouvait que finir comme il est en train de finir. Parce que c'est un système où lorsque vous êtes brillant, c'est un crime. On déteste dans ce pays les gens brillants. Ah oui, et malheureusement, c'est, comment dire, pour ne pas être, c'est les médiocres en fait. Prenez un exemple très simple. Lorsque vous regardez le concours de l'ENAM, vous verrez que les majors à l'entrée sont encore les majors à la sortie. Mais très rapidement, ils disparaissent de la circulation. Est-ce que les gens se demandent où ils vont? Ils sont là, on les met maintenant derrière, ils font le travail technique, et on prend les cancres. Les derniers, c'est eux qu'on envoie rapidement sur le terrain pour devenir sous-préfet et ainsi de suite. Comme ceux-là savent qu'ils ne méritent pas, alors ils font tout pour préserver leur place et en back-office, les meilleurs travaillent et les cancres ne font que valider. Mais qui changera donc ce système puisque c'est votre souhait? C'est plus qu'un souhait, c'est une nécessité. C'est le président actuel, c'est le président Kabila qui est de retour, qui changera le système. Toute cette clique n'a aucun intérêt à ce que ce système change. Pour que le système change, il faut que les Camerounais apprennent déjà ce que c'est que la politique. C'est pas ce que je vois sur les plateaux tous les dimanches là. Vous êtes dans un pays où tous les dimanches, un groupe de personnes, ils vont de plateau en plateau étaler leurs états d'âme et puis ils vous disent qu'ils font l'analyse politique. Mais non. En politique, la première des choses, il faut apprendre à mettre ses sentiments de côté. Deuxième chose, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas regarder quelque chose et vous dites que non, ce n'est pas ça. Oh, c'est ce que la plupart des Camerounais font aujourd'hui, dans les réseaux sociaux là. Ils passent le temps à vitupérer, à prendre leurs rêves pour la réalité. Non, en politique, il faut être froid. Un froid des reptiles, un froid des lézards. Voilà comment on fait en politique. Alors, pour que ça change, il faut que les gens comprennent déjà que très peu de Camerounais connaissent la politique. Et c'est fait exprès même dans les partis. Combien de partis politiques avez-vous déjà vu en train de former leurs militants? En commençant par le RDPC. Pourtant, certains préparent les élections locales. Bon, ils ont des allures de démiurges. C'est des gens qui connaissent tout. Ils connaissent tout. Sauf ce qu'il faut connaître. Quoi? C'est-à-dire la politique. Et combien d'entre eux lisent? Combien d'entre eux lisent? Madame, peu de Camerounais lisent. Ils sont derrière les lanceurs d'alerte qui sont pour la plupart des illettrés. Alors, si dans un pays, vous faites des illettrés, vos repères, comment voulez-vous donc avancer? Et ceux qui sont brillants, le système est tellement fort, Madame Mayo, que vous voyez à quel spectacle triste se livrent certains professeurs d'université le dimanche. Mais on ne vous a jamais dit que c'est des mauvais professeurs à l'université. Mais regardez à quel triste spectacle il se livre. Il dit, mouf, je vais te taper, hein, professeur de je sais plus quoi là, sur un plateau de télévision. Mais non, il faut commencer par éduquer les gens. Dire à nos enfants que la politique c'est un métier. On peut apprendre à devenir un homme politique. Parce que l'une des faiblesses du Cameroun, c'est qu'il y a très peu d'hommes politiques. Les véritables hommes de métier politique. Depuis un certain temps, Jean de Dieu Momo est devenu un homme de métier politiquement. Avant lui, donc, vous avez les Bello Bouba, les Paul Biya. C'est leur métier. Vous ne pouvez pas donc prendre Piment de Bayangam, aller jouer avec Barcelone et croire que Piment va battre Barcelone aussi facilement. S'il arrive pas extraordinaire que Piment batte Bayangam, ce sera vraiment l'extraordinaire. Donc, je voudrais donc te prendre tous ces petits exemples là pour te dire que voilà, le Cameroun est en train de basculer devant nous autres. On a commenté, on a tout dit, on a critiqué, on a publié, on a dénoncé, on a fait des publications. Ça se dessine là, pendant que tu regardes ailleurs. C'est en train de se passer devant toi maintenant. J'ai donc commencé cette publication avec l'arrivée du président.
J'ai commencé avec l'arrivée du président, l'arrivée des lions indomptables, jusqu'au discours du président. Nous avons encore appris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous avons appris que là, présentement, le discours du président, qu'il soit écrit par lui-même, qu'il ait été écrit par autre personne, mais il a réussi à reproduire ce discours-là publiquement devant tout le monde. On peut vous empêcher des caméras, on peut vous empêcher des portables, mais l'œil a vu que le président de la République du Cameroun, on le tient pour marcher, il doit être accompagné par son fils, Mvondoyolo, n'est-ce pas? Nous avons aussi remarqué que M. Bikele est obligé de lui donner ses médailles. Au fur et à mesure, il lui donne ses médailles. La motricité de ses membres n'est plus, automatique. Comme je bouge là, je bouge mes membres, je bouge mes pieds, je bouge, je peux bouger. Le président ne peut plus bouger comme ça. Alors que ce monsieur-là était un cycliste. Ce monsieur-là allait à vélo. Ce monsieur-là était quelqu'un qui parlait, bougeant le corps. Il ne peut plus le faire. Pourquoi? Le poids de la fatigue, le poids de l'âge. Il a tout donné à son niveau. Mon propre père, Nouma, à Tangana, Robert, qui est le père de Nouma Patrice Freeman que je suis, a le même problème. Il ne peut pas faire, il ne peut pas marcher comme il marchait avant. Il ne peut plus, il est fatigué, n'est-ce pas? Nous avons vu ça. Mais dans tout ce que nous avons vu, que nous pouvons, chacun peut dire, aller de sa petite phrase, mais nous avons constaté une chose. Le président de la République a réussi à lire son discours et à retransmettre lui-même son discours. Il a dit ce qu'il avait à dire, n'est-ce pas? Nous avons tous vu, il a lu son discours de A à Z. Très bien. Nous allons nous asseoir dans les critiques. Oh, là tu vois, est-ce qu'il bouge encore la main? Il ne bouge même pas. On a vu la main, on a vu le pied, on a vu la tête. Non, on n'a pas vu la tête. On a vu ceci, on a vu machin, truc. On va commenter. On commente, n'est-ce pas? Moi aussi, je vais commenter. Mais je ne vais pas commenter de la même façon parce que je n'ai pas le temps. Ma mission maintenant, c'est de me battre pour que le président Paul Biya ne soit pas humilié par des oiseaux de mauvaise augure que lui-même a choisi pour venir l'aider à travailler. Ils sont venus plutôt l'aider à l'enfoncer et ils veulent sa mort. Moi, je m'engage donc maintenant. Nous ne pouvons pas défendre le président Biya parce que le défendre, il faut que je sois dans les institutions. Tant pas dans les institutions maintenant ou représentant des institutions, je défends donc maintenant l'intégrité du père qui a fait beaucoup d'enfants. Il faut qu'il aille donc se reposer. Je vous ai vu ici. Il y a une image qui m'a fait plaisir. Je vais partager avec vous. Je vous ai vu aller faire tout le nécessaire, payer des billets d'avion pour aller chercher la bénédiction d'une haute personnalité handicapée. Pas handicapée de naissance, handicapée par la maladie. Il était malade. Mais dans sa maladie, tout le monde voulait sa bénédiction. Il s'appelait le pape François. Écoutez et regardez. En avril, on m'a proposé de rencontrer le pape François au Vatican. Je développe des photos roulant en bois. Là, je lui tends la maquette de ce fauteuil que j'avais préparé. Le pape la prend. Il y a quelque chose qui s'allume dans ses yeux, un sourire qui apparaît. Il joue avec les roulettes du fauteuil qui étaient articulées. Il relève la tête et il dit « J'accepte d'être le parrain de votre projet. Avec qui faut-il prendre contact ?» Et c'est parti. Alors voici le fauteuil roulant en bois que j'ai fabriqué pour le pape François et que nous allons lui remettre le 22 septembre prochain. Et depuis un an, je développe et je fabrique des fauteuils roulants en bois. J'ai fait 2 fauteuils pour moi. Je savais que le pape François utilisait un fauteuil roulant depuis quelques mois. J'avais vu des photos de lui dans ce fauteuil roulant et j'avais pu constater qu'il était particulièrement mal équipé. On faisait des fauteuils roulants en bois jusqu'aux années 50 environ. Et ensuite, le plastique arrivant en masse, c'est les fauteuils métalliques avec des toiles en nylon qui sont venus remplacer les fauteuils en bois traditionnels. Le bois a disparu. J'essaie de le remettre au goût du jour avec une technique de fabrication qui, elle, est moderne. J'ai consacré 3 mois à fabriquer mon premier prototype. Je l'ai utilisé. J'ai constaté qu'il avait, je parle d'un super pouvoir, c'est le pouvoir de changer le regard des autres. J'y gagne d'être un peu mieux dans ma peau en fait et d'affronter de façon différente le regard des autres. J'ai essayé de faire en sorte que le fauteuil ne soit pas bling bling. Vous voyez, il n'a pas de dorure, il n'a pas des blasons partout. Si ce fauteuil a une richesse, j'espère que c'est celle d'être chargé en symboles. Le principal symbole de ce fauteuil roulant, ce sont les accoudoirs.
les deux accoudoirs sur lesquels le pape s'appuiera pour s'asseoir, pour se relever, ont été taillés dans des poutres de chêne rescapées de l'incendie de la charpente Notre-Dame de Paris. On m'a confié des morceaux de poutres complètement calcinés, au cœur desquels j'ai pu tailler ces accoudoirs qui conservent les traces de la catastrophe. À l'arrière, on voit bien les traces noircies par le feu. Sur le coussin du dossier, on a un petit clin d'œil aux origines du pape qui vient d'Argentine, rappelons-le. Donc on a un galon qui fait le tour du coussin, jaune et blanc, les couleurs du Vatican, tissé avec le motif traditionnel gaucho. Donc, gaucho, ce sont les éleveurs de bétail dans le sud de l'Argentine. Et le blason du pape derrière. Ce geste de remettre un fauteuil roulant en bois que j'ai fabriqué au pape François à Marseille est aussi lourd de sens pour moi, parce qu'en fait, je suis en fauteuil roulant à cause d'un accident que j'ai eu il y a 10 ans dans les calanques de Marseille. Je faisais de la randonnée avec des amis, j'ai chuté d'une falaise, je me suis cassé une vertèbre qui a abîmé mon mal épinière et j'en suis resté paraplégique. C'est un peu comme un cycle de 10 ans, comme une reconstruction qui s'achève, que de revenir à Marseille pour montrer que cette renaissance, je pense, est achevée et que maintenant je suis un homme épanoui. Mon objectif, en particulier avec le fauteuil roulant du pape, c'est donc de faire une démonstration, prouver que la technique de fabrication sur laquelle je travaille est prometteuse, pour convaincre des partenaires de récupérer mon savoir-faire, développer leur modèle à partir de ce que j'ai déjà fait. Je ne prétends pas qu'il remplace complètement les fauteuils roulants qu'on utilise au quotidien. Pour moi, c'est plutôt un peu comme une belle chaussure. C'est un fauteuil que j'utilise dans les grandes occasions, quand je veux avoir l'air un peu classe. Bien, là vous avez vu le pape, ce Jesus Roland, qu'un citoyen français, lui-même aussi victime d'un accident. Je dis, je suis victime d'un accident, je me suis reconverti dans la menuiserie, il faut que j'aille offrir ce que je sais faire au pape. Il a fait une maquette, il est allé offrir au pape et proposer que le pape soit le parrain. Le pape a accepté d'être le parrain de cet enfant handicapé qui explique son handicap, un accident. Il était allé en randonnée avec ses amis, il marchait comme vous et moi, il a eu un accident, donc ça peut arriver à tout moment. Donc, il est donc devenu handicapé. Lui est devenu handicapé par accident. Le pape est devenu handicapé par la vieillesse et par la maladie. Le président Paul Biya, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, chaque fois que nous l'avons vu, nous l'avons toujours vu faire des efforts. Il marche, il fait trop d'efforts. Et il a dit dans son discours, vous avez connu des échecs, mais vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous avez continué jusqu'à réussir. Aujourd'hui, vous avez gagné. C'est un exemple pour toute la jeunesse. Lui, il est un exemple de cette force. Fatigué, mais il se lève, n'est-ce pas? Le petit garçon là, le jeune là, qui s'est inspiré de son handicap pour offrir une chaise roulante au pape, s'est inspiré de ce qu'il vit pour faciliter les conditions de vie du pape. Mais nous avons deux choses. Nous avons la critique. Pour ceux qui sont dehors comme nous autres, on critique, on insulte, on raconte tout. Il est vieux, il doit mourir, il doit faire tout. Mais ceux qui sont à côté de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent donc de cette vieillesse, de cette fatigue, et ils profitent de la signature et du poste. Tout simplement. Et c'est tout ça qui crée donc de ce côté une certaine révolte qui est en train de se mettre en place. Ceux-là, ils veulent rester là, alors qu'ils n'ont rien fait pour nous. Ils nous ont laissés au quartier. Ils ont financé les filles. Ils ont acheté des maisons. Ils ont acheté des voitures. Ils ont tout fait. Mais entre-temps, ils veulent s'asseoir là et continuer. Que le président signe pour eux. Rien que pour eux. Aller en stage, c'est eux. C'est leurs enfants. Les postes, c'est eux. Débloquer de l'argent, c'est encore eux. Tout. Les signatures du président ne servent que ceux qui sont autour de lui. Celui que vous avez vu handicapé là, son handicap et son inspiration a dit, je veux faciliter les conditions de vie du pape. Nous profitons des faiblesses physiques du président pour nous en mettre plein un fouille en passant par la signature. Ce n'est que sa signature qui nous intéresse. Personne ne pense. On t'a nommé général, on a applaudi, on a célébré. Hier, aujourd'hui où je vous parlais là, on a violé une fille, on a adressé, elle est morte dans un meublé.
Avant-hier, c'est un accident de la route. J'ai même l'un de mes petits qui a perdu sa sœur, sa seule et unique sœur, qui est morte là-bas. Lui-même, il est militaire. Il est au front. Toujours en mission. Sa sœur est morte par accident. Mais ceux qui sont appelés, ce n'est pas que personne ne doit mourir. Non, je n'ai pas dit ça. Nous sommes appelés à vivre et à mourir un jour. Mais pas dans des conditions qui peuvent être facilement aménageables. C'est-à-dire que nous avons les nids de poules. Le responsable de ça, c'est qui? Galon Djomessi. Nous avons des problèmes de transport au Cameroun. Donc, ceux qui fonctionnent avec pas d'assurance, pas de permis, sont tellement nombreux. Le responsable, c'est qui? Tu connais le responsable? Qui connaît le responsable parmi vous? Le ministre des Transports, Ngale Bibé, lui aussi. Ça fait partie des enfants de Paul Biya. Oui, l'insécurité, l'autre qui viendra seulement nous parler de Molinex, Paul Atangandji, Galaxy Toga. Voilà notre niveau, n'est-ce pas? Et ils veulent donc que Paul Biya, même fatigué, même s'il est couché sur un lit d'hôpital, il faut qu'il signe pour eux, pour leur intérêt, pas pour changer les conditions de vie du peuple camerounais. Pendant ce temps, j'ai vu une dame qui pleure que les Camerounais sont allés déterrer le corps de son oncle. Ils sont allés vendre les ossements humains. Il se passe des choses dans la région de l'Ouest qu'on ne connaissait pas. D'abord, la recherche, la vente des ossements humains. Ce que vous voyez là, c'est la tombe de mon oncle. Elle est béante et vide. Des gens sont allés déterrer, ils ont emporté le cercueil avec le squelette. On ne sait pas où ça se trouve. Je n'ai pas encore appris d'un membre de la famille qu'on l'a retrouvé. À Bangou, à quelques encablures de là, on a déterré des corps. On a arrêté certains jeunes. Certaines familles ont retrouvé les ossements de leurs membres, d'autres pas. À Felumcha, dans le Honka, à côté, on accuse le chef d'avoir torturé un de ses sujets et d'avoir détruit sa plantation. À Bafoussam, à quelques kilomètres, des dizaines de kilomètres, quelqu'un d'autre a aussi accusé le chef Elingom Penjitak de l'avoir fait torturer et manquer de le tuer. À Baloum, dans le département... Bien, la femme qui parle là, elle a dépassé 40 ans, n'est-ce pas? Cette femme qui parle là, elle n'a pas moins de 40 ans, elle a dépassé 40 ans. Au moins, bon, donnons-lui 40 ans, parce qu'on ne cherche pas à savoir l'âge de la femme. C'est la mère de l'humanité. Cette femme-là, elle découvre ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que c'est son oncle. Elle en parle aujourd'hui. Elle a pris le courage de prendre la caméra pour venir vous parler de ce qui s'est passé avec son oncle. Mais on en a parlé au Cameroun. Vous ne l'avez jamais vu. On parle des enlèvements des bébés. Elle n'a jamais fait une vidéo pour ça. On parle des enfants, des femmes qu'on tue. Elle n'en parle pas. On parle des ossements. Nous en parlons ici régulièrement, à commencer par moi ici. Les profanations des tombes pour les nouveaux riches. Ce n'est pas seulement à l'ouest, chez elle. Ouvrons cette édition à Foumbot où la mort avec un rendez-vous avec le marché noir. 3 individus ont été stoppés net alors qu'ils s'apprêtaient à écouler contre des millions plusieurs sacs d'ossements humains. Une macabre transaction avortée grâce à un coup de filet musclé des forces de l'ordre. Walter Bertrand et Dimitri Cuatet. Des colis d'un autre genre saisis et exposés, en pièces détachées, plusieurs squelettes humains. 3 individus interpellés, des présumés trafiquants d'ossements humains, membres d'un réseau démantelé dans la ville de Foumbot, au terme d'un stratagème des fins limiers de la brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest. Il y a de cela 6 mois, nous avons été informés par nos capteurs. Ils ont fait état de ce qu'il y avait certains individus qui détenaient des ossements humains et voulaient les vendre dans le marché noir. Avec cette information, nous avons monté une série d'actions pour mettre la main sur ces individus, détenant par derrière eux les ossements humains. Ils ont été entendus, exploités dans notre unité. Ils sont passés aux aveux complets. Les membres de ce groupe ont été pris la main dans le sac alors qu'ils s'apprêtaient à écouler leurs marchandises au marché noir. Parmi eux, un universitaire âgé de 36 ans, le commercial de la bande. Les ossements humains sont d'abord utilisés pour les pratiques mystiques, ce que tout le monde connaît. Et aussi, c'est un complément pour la fabrication de certaines drogues dures. Ces derniers ont été déférés au tribunal de Foumbot. Ils ont entre 16 et 26 ans.
spécialisé dans la profanation des tombes à Minganga et la vente des ossements humains. Quand vous avez enlevé le corps de la personne, il y avait quoi? Il était nu? Non, il était dans son vêtement. Voilà. Leur marketeur, Abdulrazak Aboubakar, originaire de Tibati, qui a tous les carnets d'adresses des clients potentiels. La valeur marchande de la cargaison, présentée ce 13 janvier, est de 15 millions de nos francs et l'acquéreur attendait la livraison à Manjo, à Bertois. Transaction qui n'arrivera pas à son terme, interrompue au niveau de la barrière de gendarmerie de Bakungé par les fins limiers de la brigade territoriale de Minganga, mise au parfum sur renseignement sous la conduite du procureur de la République. La description nous avait été déjà faite au préalable grâce aux renseignements obtenus de par les citoyens de bonne foi. Nous avions donc réussi à mettre main sur 2 individus. Aussitôt exploité, compte rendu fait à la hiérarchie et à l'autorité judiciaire, il nous a été demandé de poursuivre donc cette investigation. Jean Kela, Sambo Kassala, Rodrigue Bobo Zoyan, Menge Menga, Jean Adamou sont tous élèves d'un lycée de la place. Atteints par le virus de l'avoir et de l'argent facile, au lieu d'aller à la quête du savoir. Ils sont également passés aux aveux. Avec l'autorité judiciaire, nous sommes donc rendus dans un quartier périphérique. Et là, nous avons donc découvert effectivement qu'ils avaient profané une tombe. Que c'est lors de cette profanation qu'ils ont donc trouvé cet individu encore non identifié qui avec ses ossements, il s'apprêtait donc à descendre dans la ville de Bertois. Qui est l'acheteur? Les Pandores travaillent sur la question afin de remonter et éradiquer la filière. C'est partout au Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je découvre cette femme-là. Peut-être elle a souvent en parlé, mais c'est aujourd'hui que je la découvre. Elle en parle aujourd'hui. Elle dit, mon oncle, c'est un parent à elle. Le corps et le cercueil ont été enlevés. Ils sont partis avec ça. Chaque fois que ça se passe à côté de vous, vous ne faites rien. Vous êtes une victime en sursis. On ne vous dit pas de venir parler comme nous autres. On ne vous dit pas de prendre le couteau et comment aller poursuivre des personnes de peur de mourir soi-même. Mais faites toujours ce qui est à votre petit niveau. Ce que j'ai appelé un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à ce pays ses lettres de noblesse. Vous avez donc vu cette femme-là? La plupart des Camerounais ont fonctionné comme ça pendant plus de 30 ans. Quand je parlais, on disait que Nouma est aigri. Ce garçon qui parle là, il est jaloux. Il a faim. Il n'a pas de papier. Il n'a même pas là où il dort. Comme si ce sont les papiers qui m'amèneront à parler. J'ai choisi de parler avec vous. J'ai choisi de dire des choses pour que je n'ai plus de victimes comme moi je l'ai été. Que je n'ai plus de jeunes frères qui arriveront aujourd'hui comme le capitaine de Foudou, qui viendront comme le docteur Congo, qui viendront aujourd'hui. Je parlais depuis pour éviter ça. Mais la plupart d'entre vous ne regardent jamais ce qu'on leur montre et regardent la personne. Non, qui est-il? Il a quoi? Il est qui? Non, on a vu sa bague. Tu as vu sa grosse bague là? Non, on a vu son chapeau. Ça doit être un chapeau de juif. Mais il est devenu quoi? Il est rabbin. C'est un chapeau de... Non, c'est il est doigt là. Non, c'est doigt qui met le chapeau là. Hein? Hey, c'est un pasteur. Ah, je pense que c'est un rabbin. Mais pourquoi il est habillé comme ça? Non, c'est un sapeur. On ne cherche pas à comprendre le sujet pour lequel tu les interpelles. Que faisons attention. Il faut rentrer dans ta vie. Les conséquences aujourd'hui, nous avons passé notre temps à commenter les actes, les comportements que certains veulent qu'on commente pour nous détourner de ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'on parle de Biya. Il faut qu'on attende ce que Kamto va dire. Il faut qu'on parle de Issa Chiroma. Tous ces gens-là qui sont des acteurs de la scène politique, chaque acte qu'ils vont poser, ils le posent pour leur intérêt personnel. Mais et nous autres, nous sommes dans nos commentaires. Parce qu'on recherche des vues, on recherche des likes. Mais après on se plaint qu'on a tué une fille à Bonabéry, on a tué une en Vomeka, on a tué à Douala. Il ne se passe aucun jour au Cameroun où on ne trouve pas 50 morts. Alors qu'il peut se passer des jours au Cameroun où on ne trouve pas la mort d'un chien. Il peut se passer des jours et des jours. On ne trouve pas le cadavre d'un chien quelque part. Mais il ne peut pas se passer un jour au Cameroun sans qu'on ne trouve 50 morts par jour au Cameroun. Au moins, je dis au moins.
Entre ceux qui meurent dans les hôpitaux, ceux qui meurent par accident, ceux qu'on ne connaît même pas par où ils sont passés, ceux qui meurent parce qu'on les a empoisonnés, parce qu'on a tué, parce qu'on a poignardé, parce qu'on a découpé. Maintenant, c'est devenu la mode. On tue les femmes, c'est devenu normal au Cameroun. Je ne vois pas ces femmes-là parler. Tout le monde va se concentrer sur venir critiquer, venir inventer une histoire concernant le capitaine Foudou, ou concernant J.P. Rémingono, ou parlant de Paul Biya. On ne se pose pas la question que ce monsieur-là, 100 ans, si ce n'est plus, 43 ans au pouvoir, il est en train de partir. Il y a une guerre qui se prépare là maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. En quelle position tu vas te retrouver? Quelle sera ta position? Quel sera ton rôle dans ce qui se passe? Parce que je dis que toi tu es dehors. D'autres réfléchissent, pas pour toi. Ils réfléchissent pour eux. Mais toi, tu es là toute la vie à commenter ce que font ces gens-là. Ok, commentons. Nous sommes là au 9e mois de l'année, parce que dans quelques jours, là, c'est septembre, ça fait 9 mois. Une année à 12 mois. Et si tu regardes bien une année à 10 mois, tu enlèves les fériés, tu enlèves les week-ends, tu enlèves tout ce que tu vas enlever, on se retrouve à 10 mois au courant d'une année. Et dans les 10 mois-là, enlève le mois de décembre. Parce que le mois de décembre, les gens commencent à préparer la fête. Il faut chercher ce que les enfants vont manger, ce que les enfants vont boire, ce que les enfants vont porter, et ainsi de suite, alors que tu n'as pas d'argent. Il faut chercher quoi offrir à ta copine, alors que tu n'as pas travaillé pendant toute l'année, tu es au chômage. N'est-ce pas? Faisons donc le bilan. L'AES, le président a construit des routes. Nous sommes là moins... Il n'a pas encore fait 3 ans. Il y a déjà les routes, il y a les hôpitaux, il y a les logements sociaux. Il a redonné, dynamisé l'armée. Les enfants ont confiance à l'armée. Tout ça, ils se battent à l'intérieur et ils ont autour d'eux d'autres pays, frères, ennemis, à leurs propres frères. Ils se battent contre certains pays occidentaux. Mais le président Ibrahim Traoré se bat. Le président Assimi Goïta se bat. Le président Tiani, le général, se bat du côté du Niger. Tous ces présidents-là se battent pour élever leur pays. Le bilan est positif. Très positif. Chez nous, notre bilan est dans le commentaire. Oui, le président n'était pas là pendant 2 mois. Oui, comme le président n'était pas là, on a arrêté un préfet ou un sous-préfet avec des millions à l'aéroport en France. Personne n'en parle. Oui, bon, on a arrêté le plus grand vendeur de drogue au Cameroun, de Robouti. On l'a arrêté, on l'a libéré. Oui, Ngongo Ferdinand et ses amis ont organisé un faux coup d'État avec le faux décret. Oui, Ngongo Ferdinand a fait ci, Atanganji a fait ça, Atanganji a fait machin. Rien. Le bilan aujourd'hui, les Camerounais, depuis le début de l'année, ont toujours le même problème qu'ils avaient l'année dernière. Manque d'eau, manque d'électricité. Nous sommes en insécurité. Il n'y a pas d'emploi. On ne parlera que du président. Bon sang, bon vieux. Le président Paul Biya est fatigué. Pensons à ce qui nous attend demain. Ne comptons pas sur Ngongo, ne comptons pas sur Ouass Baboké, ne comptons pas sur Madame Vigouroux, parce que Madame Vigouroux, elle a beau rire, elle a beau faire le sourire, c'est terminé là. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Il faut que je vous le dise en vous regardant les yeux dans les yeux. Mes chers amis, le règne du président Biya, c'est terminé. Ok. Ma seule volonté aujourd'hui, ma préoccupation aujourd'hui, c'est que je ne veux pas voir arriver au président de la République ce que j'ai vu avec Mobutu au Congo, ce que j'ai vu avec Bokassa, ce que j'ai vu avec Kadhafi, ce que j'ai vu avec celui qu'on a appelé le papa, le président Omar Bongo. Ce que j'ai vu avec Omar Bongo, je ne veux pas voir ça avec Paul Biya. Parce que Omar Bongo a été humilié. Hein? Il est allé se faire soigner en Espagne. Et là-bas en Espagne, même le roi d'Espagne, même pas le premier ministre, personne n'a fait un communiqué que le président Omar Bongo est mort dans ce pays. Personne n'a accompagné le corps. Il était avec sa famille, avec ceux qui ont accompagné le corps. Voilà la fin de son fils Ali Bongo. Je ne veux pas que ce qui s'est passé avec Omar Bongo et Ali Bongo se passe avec Paul Biya. Je ne veux pas, je ne voudrais pas que ce qui s'est passé avec le président Idriss Déby, tué par ceux-là même qu'il est allé prendre, qui était chargé de sa sécurité. Ils l'ont tué doublement. Alors si ce n'est pas sa sécurité qu'il a tué, ça veut dire qu'ils ont été fabriqués pour ne pas protéger le président. Alors que c'est pour cela qu'il les a pris. Non. Il a pris ces gens-là pour le protéger. C'était les membres de sa famille, des cousins, des enfants, de ses parents proches et tout ça, qui font constituer sa garde rapprochée. Non, ils n'ont pas su le protéger. Il a été tué à bout portant. Je ne veux pas que ça arrive. Mais c'est ça qui est en train d'arriver.
Ils ne l'ont pas tué physiquement, mais ils l'ont tué politiquement, Paul Biya. Ils ont détruit sa crédibilité, s'il en avait encore une. Parce que le livre pour le libéralisme communautaire n'a jamais été mis en pratique. Tous ceux qui étaient chargés de le mettre en pratique sont des voleurs. Et lui-même, il a dit, je ne suis pas le premier, ce sont des bandits. Le capitaine de Foudou n'est pas le premier. Non. Morgan David n'est pas le premier à le dire. C'est le président de la République lui-même qui avait constaté cela. Il a dit, ces gens-là sont des bandits à col blanc. Voilà donc ce qui nous ont servi. 43 ans, voilà à quoi ces gens ont servi à Paul Biya. De peur qu'il n'aille en prison. Aujourd'hui, il faut se positionner, il faut montrer que Paul Biya était très mauvais. Et ce que vous voyez là, quand le frère, le compatriote Charles Atebe disait ça, il était considéré comme étant aigri. Il avait dit au président de la République, monsieur le président, il faudra faire justice avant que le Tout-Puissant ne t'appelle le plus tard possible. Parce que si tu ne le fais pas, quand tu ne seras pas là, on dira que c'est toi. Alors tu as une responsabilité, tu as une double responsabilité et tu as une multiple comptabilité. Ces gens-là doivent rapidement répondre devant la justice avec leurs hommes d'affaires. Parce que les hommes d'affaires camerounais sont tellement nombreux qui ont passé le temps à détourner et à abuser des Camerounais qu'il y aura l'audit dans chaque contrat qui a été signé, dans chaque endettement signé par le président de la République. Oui, monsieur, il faut comprendre ça. Chacun d'entre ces gens-là va répondre de l'acte qu'il a posé. Oui, chacun d'entre nous va répondre de l'acte qu'il a posé et des actes qu'il aurait posés pendant tout ce temps. Nous avons tous une responsabilité certaine. Si nous accusons que la gestion du pouvoir a été mal opérée, alors dans la gestion de ce pouvoir-là, qui était responsable? Qui était responsable dans la gestion du pouvoir? Donc, quand vous écoutez mon frère, j'aime partager ces publications avec vous, on va être d'accord, on va pas être d'accord, chacun y donne son avis. Écoutez Valère Bessala, écoutez et regardez. Vraiment, on n'a rien contre un homme de 93 ans. Si au moins il avait 93 ans, et que même couché en Suisse, même 365 jours sur 365, il travaille. Ça dit qu'on sent que le pays bouge, il change les équipes, on voit comment ça avance. L'autoroute Yaoundé-Douala serait terminée depuis. On dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec un petit pareil? Laissez-le se reposer du moment où il travaille même dans son repos. Puisqu'il y a les royautés, l'Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, est-ce qu'on se plaint qu'il y a la même famille qui dirige? Au Maroc, on se plaint? Mais c'est que les Marocains voient que non, mais tout avance. Un enfant fait son école, il trouve l'emploi. Et ceci, il arrive, il trouve Mais Kadhafi, si on ne l'avait pas abattu, on vous dit que Kadhafi, dès que un couple se marie, il avait une maison. Le courant est gratuit, l'eau est gratuite, ainsi de suite. Les Libyens ne se plaignaient pas de ce que Kadhafi avait déjà mis 42 ans au pouvoir. Parce qu'ils avaient les résultats au quotidien. Donc vous comprenez que notre problème avec Paul Biya, ce n'est pas l'âge. Ce n'est même pas la longévité. Mais c'est qu'il ne fout rien. Et en plus de ne rien foutre, il s'arrange à abandonner les Camerounais à des pilleurs. Non, ce n'est pas selon moi. Mais les poubelles que vous avez ici, moi je n'ai pas parcouru peut-être les rues, il y a les poubelles. Mais à Yaoundé, vous savez que les poubelles ont déjà fermé les rues, non? Oui. Mais je prends seulement cet élément. Isaac ne marche pas. Est-ce que c'est le chef de l'État qui doit venir enlever les ordures sur les routes? Mais c'est le chef de l'État qui doit nommer celui qui doit enlever les ordures. Et celui qui doit enlever les ordures au même endroit, ça veut dire que le président est satisfait de ce que ce monsieur fait. Donc il est satisfait de ce qu'il y a toujours les poubelles. Peut-être qu'il a un mauvais rapport, le chef de l'État. Mais s'il a un mauvais rapport, un chef de l'État descend sur le terrain. Oligui Nguema descend sur le terrain. Le président sénégalais descend sur le terrain. Ibrahim descend sur le terrain au Burkina Faso. Mais alors, si vous êtes donc des âgés, mais laissez quelqu'un d'autre qui a encore ses pieds, qui peut se balader partout et vérifier les chantiers. C'est ça le problème. Bien, la Valère Bessala a dit un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Maintenant, je vais retenir le volet poubelle. Il y a des poubelles partout. J'ai vu Momo, le ministre Momo, qui travaille à Yaoundé, qui vit à Yaoundé, vous dire que lui, il n'a jamais vu de poubelle à Yaoundé. Puis-je vous arrêter un moment? Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. N'est-ce pas, c'est seulement hier que vous étiez en train de sacraliser le délégué du gouvernement, l'ancien délégué du gouvernement. Le gouvernement est un Superman qui sauve au quotidien le peuple. Le gouvernement ne dort pas quand le peuple a faim, quand le peuple a soif. Le gouvernement réfléchit à savoir comment donner à manger suffisamment au peuple. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que vous ne communiquez pas quand il faut communiquer. Comme il faut communiquer. Vous ne voulez pas communiquer sur
les réalisations du gouvernement. Vous voulez voir le train qui arrive en retard, vous ne voyez jamais le train qui arrive à l'heure. Je pense que ce serait bon de parler du train qui arrive à l'heure de temps en temps pour donner des simulations, pour donner à vos enfants, à vos propres enfants, le désir de devenir des ministres demain. Aucun enfant n'a envie de devenir ministre dans son pays, puisque vous qualifiez les ministres de voleurs. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. De détourner des deniers publics, d'être dans les sectes. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de moi? Moi, qui suis venu hier seulement. Parce que quand on vous a mis ministre, on ne savait pas que vous viendrez voler. Quand on vous a mis ministre, c'était pour que vous serviez le peuple. Et il y en a qui arrivent là-bas et effectivement, au lieu de servir le peuple, trouvent plus facile de voler ce peuple. Mais on lutte contre ça. Mais est-ce que vous encouragez le gouvernement qui lutte contre ces fléaux? J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien. Il n'a jamais vu de poubelle. Les autres spéculent. Alors cette façon de fonctionner, c'est comme ça donc que ces gens qui sont autour de Paul Biya ont passé toute leur vie à faire. Parce que ta parole qui est ici au quartier, toi qui parles comme Jacques Bertrand, tu ne parles pas pour que Paul Biya change les choses. Tu parles pour animer la galerie et que les personnes qui t'encouragent à partir, à parler comme ça ou à dénoncer, ce sont celles-là qui vont te tuer et vont t'abandonner en prison. Parce que ceux-là qui sont chargés de dire la vérité au président Paul Biya agissent exactement comme Momo vient de faire. Il n'a pas vu. Donc il ne pourra pas dire au président de la République qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Il ne pourra pas lui dire ça. Pourquoi? Parce que si ce monsieur, qui est ministre de la Justice, parle de l'état de route, il va parler des ministres qu'il a trouvés sur place. Qui vont dire, mais de quoi je me mêle? Tu parles de quoi? C'est ton problème? Va parler de la justice. La seule personne qui a eu le courage de dire au président, même pas en face, même pas par écrit, parce qu'il n'a pas pouvoir, il a dit ça dans les médias, que ça ne va pas. Les routes, à Moutenguene, ça va très mal. C'était Mbargangele. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le Conseil des ministres au Palais de l'Unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutenguene. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Vous voyez? Mbargangele qui parle des routes qui vont mal. Mbargangele n'est jamais venu nous faire un discours sur la mauvaise gestion de la police. Des policiers qui tirent sur les personnes à bout portant, des policiers qui tuent les gens dans leur propre commissariat, des policiers qui sont dans le racket, la rançon, l'escroquerie, la corruption, le vol. Il ne parlera jamais de ça publiquement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui le patron de la police. Le vrai patron de la police s'appelle Ferdinand Gongo. Vous voyez donc, la personne qui devait ramener tout ce monde-là à l'ordre n'a pas le pouvoir. C'est le Premier ministre, John Ngouté. Alors, quand Bertrand m'en parle,
Après, on le jette en prison. Ce n'est pas parce qu'il parle qu'on l'a jeté en prison. Mais c'est l'excès de zèle. Certains parmi vous ont poussé ce garçon-là. Se voit pousser tellement à se croire qu'il a beaucoup de zèle, il est trop fort. Il s'est retrouvé de l'autre côté parce qu'il a cru que vous pouvez le défendre le moment venu. Mais il a cru à tort. Parce qu'avant lui, il y a eu plusieurs qui sont aujourd'hui en prison. Il y avait Boumnessa qui est là-bas. Il y a Alain Fogué qui est là-bas. Ils sont en prison. Ils sont sortis pour certains. Et d'autres, on est même allé les arrêter chez eux à la maison. Vous n'avez rien fait. Le jeu, quand on a fini de commenter, Paul Biya a fait ci, Madame Vigourou a fait ça, Brenda a fait ci, Junior a fait ça, Bangola a fait ci, Franck Biya a fait ça. Quand on a fini de dire ça, il y a quoi d'autre à faire? Le capitaine de Foudou a commencé à pointer du doigt ici, ce que nous disions depuis, les enfants de certaines personnalités qui sont en poste. Ces gens-là ne peuvent pas révolutionner le pays. Ils ne peuvent pas le reformer parce qu'ils sont dans le même système. Ils attendent qu'ils soient victimes un jour pour commencer aussi à parler, n'est-ce pas? Alors que la sortie de l'un de leurs camarades permettrait qu'ils commencent à penser que comment nous pouvons reformer ce pays sans faire la casse. Hier, j'étais seul. Je parlais tout seul, il y a 30 ans. Oui, monsieur. J'ai rencontré plusieurs jeunes sur mon chemin. Mais après moi, il y a certains qui ont accepté de mourir sans rien dire. Ici, aux États-Unis, il y a plus de 300 officiers militaires camerounais. Je dis officiers. Et quand on parle d'officiers, on parle de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant, colonel, colonel. Ils sont pleins ici. Il y a au moins 300. Vous voyez le capitaine Efoudou, il a eu le courage de parler. Qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord avec lui, il a eu le courage de dire des choses. Ces choses-là, les questions devaient être posées. Mais avant Efoudou, il y a eu qui? Il y a eu le colonel Motogo, l'homme qui a créé les forces spéciales au Cameroun. Il est ou au Canada ou aux États-Unis, il est quelque part. Lui aussi. Jusqu'à quand allons-nous accepter que les intelligences du Cameroun partent comme ça? De l'autre côté, il y a un capitaine président au Burkina. Chez nous, il y a un capitaine en fuite. Il y a des militaires qui sont partis comme moi, il y a des colonels qui sont partis, il y a des généraux qui ont été débarqués, il y a des hommes d'affaires qui sont en prison, il y a d'autres qui sont passés comme Yves Michel Fosso, mais qui ont justement géré. Il y a ceux qui sont aux affaires, il y a les préfets, sous-préfets, qui sont des voleurs, qu'on arrête dans les aéroports, il y a des colonels en prison. À la limite, nous voulons quoi au juste? Quelle image voulons-nous donner? Nous avons une image de la femme du président, qui est une femme au comportement très légère, de par ce qu'elle représente, par ce qu'elle nous montre. Nous avons aujourd'hui un président qui est fatigué. Nous avons ceux qui sont autour de lui. Nous ne savons pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent en faire. Dans notre propre pays, nous avons des Chinois qui viennent prendre l'or, le diamant, le bois. Ils s'en vont. Nous avons des gens comme la famille Rothschild qui luttent dans notre pays pour le terrain. Les Camerounais eux-mêmes sont ailleurs. D'autres sont en exil. Ceux qui sont à l'intérieur tirent le diable par la queue. Et nous avons Dieu qui la critique sur un vieil homme qui est en train de faire son temps, qui vieillit normalement, fatigué, devant les caméras et devant la critique. Et ceux qui le critiquent ne font rien et ne proposent rien pour l'avenir de demain. Voyez-vous, j'ai voulu attirer votre attention là-dessus. Mes chers amis, demain là, au Cameroun, ça va être très compliqué. Oui, monsieur. J'évite que ce qui est arrivé pendant le Villemot au Cameroun, j'étais encore en fonction, en activité, j'évite que cela arrive après le départ du président Biya. Vous savez ce qui était arrivé? Ce qui était arrivé pendant les Villemot, c'est quoi? C'est que les enfants s'étaient levés à Douala, les émeutes de la faim. La faim. Regardez l'époque là. Cherchez l'année, regardez l'époque où les jeunes sortaient des émeutes de la faim. Alors, il y a eu beaucoup de morts. Mais ce qu'il y a eu plus de morts dans les règlements de compte qu'il y en a eu pendant les manifestations. Parce que le gouvernement profitait dans ce désordre-là pour aller tuer des leaders. Mpaï, le général Mpaï. Bon, il n'est plus là, mais il faut quand même rappeler l'histoire. Il était parmi les personnes qui ont liquidé des militaires, poussé les militaires à aller tuer des gens. Donc le gouvernement envoyait qu'on élimine des personnes. Les militaires vous l'ont dit, hein. Les militaires vous ont expliqué ça mieux que moi. C'était quoi le commandement opérationnel? Oui, le commandement opérationnel était tout juste pour ne pas avoir de divulgation de banditisme dans le pays. Et ça consistait en quoi? Qu'est-ce qu'on faisait au commandement opérationnel? Oui, le commandement opérationnel, c'est toujours on reçoit les ordres, on vous met sur le terrain. On arrive sur le terrain, sur le renseignement. Et quand on arrive, on sait que voilà le groupe, voilà un terrain localisé pour le vol, pour le voleur. On arrive, on le saisit. Et quand on vous prend, on vous amène peut-être à Bonabéry ou sur la route de Mouteng, là.
on vous finit là-bas, à bout portant. Et est-ce que vous étiez parmi les gens qui tiraient? Mais j'étais dans la section de tireurs. Et est-ce que par soir, il y avait plusieurs sections qui agissaient ou il y avait une seule section par soir? Oui, il y a une section d'alerte qui protège, qui garde ceux qui sont en cellule. Une section uniquement pour accompagner, pour aller, une section pour aller là où on fait les tirs, pour on tue les gens, une section, qu'est-ce qu'il y a? Une section pour balancer les gens dans le fossé. Une section, normalement une section de tir, uniquement, pour effectuer ce travail. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de personnes que vous avez fini comme ça? Oui. Tuer, moi je note, normalement, il n'y a pas moins de 400 personnes qu'on a tuées. Hein. Est-ce qu'il y en a qui vous proposaient de l'argent pour vous dire, bon, mais je vous donne de l'argent pour me libérer, vous ne me tuez pas ce soir? Est-ce qu'il y en a qui essaient de sauver leur vie quand même? Oui, il y a quand même d'autres qui donnaient de l'argent et on refusait de prendre l'argent. Et il y a d'autres qui prennent, surtout les gendarmes, ils prennent de l'argent. Et quand ils prennent de l'argent, ils les tuent quand même ou quand ils prennent de l'argent? Et quand on prend l'argent, on te finit toujours. On te tue. Quand vous venez d'exécuter les gens, Oui. comment est-ce que vous vous sentez? Mais quand vous exécutez quelqu'un, vous êtes en joie. S'il y a même moyen, je veux que ça s'ajoute pour que je travaille bien. Et à la fin des exécutions, souvent, qu'est-ce que vous faisiez? À la fin de l'exécution, on est content, on est en joie, on chante, on raconte que ben voilà, un salopard, il se disait qu'il est costaud, il est fort. Le voilà, il est où? L'autre, on se bouscule un peu, là, tout et tout. Alors, c'est ça. Et si le repas est prêt, on nous donne, avec un peu de vin rouge, tout et tout, le whisky, on boit un peu, on dit, bon, le chef vient, il nous apprécie, il fait le commentaire avec nous, on rit, on dit que bon, il nous a aimé, et demain, il nous dit que bon, demain, s'il y a quelque chose encore, bon, c'est comme ça que je veux que vous agissez sur le terrain. N'ayez pas peur, n'ayez pas... Bien. Bien. Les militaires vous l'ont expliqué mieux que moi, n'est-ce pas? Dans les membres du gouvernement, on a éliminé pas mal de personnes. Maintenant, il y avait une autre catégorie de personnes qui a été éliminées. Profitant de ce désordre-là, des citoyens qui étaient victimes de certains policiers. Pendant toute l'année, les gars sont rançonnés, le commissaire ici nous rançonne, le colonel là il nous rançonne. Donc les gars montaient des appâts, des guet-apens quelque part, ils attrapent celui-là, non, on conjugue son verbe au passé. Il passe de vie à trépas. Il y a eu des règlements de compte comme ça. Tu es au quartier parce que tu es la fille d'un monde de choses comme ça. Tu appelles le procureur, le gouverneur, on va prendre tel, on jette en prison, on va prendre tel, on jette en prison. Les gars ont attendu le ville morte, viennent te prendre et règlent ton compte. Enquête est classée sans suite parce que on ne sait pas où ça va commencer. C'est un assassinat qui s'est passé dans un désordre. On va commencer où? À l'époque là, il n'y avait pas les caméras qu'on voit partout maintenant. Il n'y avait pas les téléphones portables qu'on pouvait filmer et publier. Il y a eu donc les règlements de compte. Je vous rappelle cette sombre petite histoire du Cameroun, ce passage-là, pour vous dire que faites attention au mal que vous faites aux Camerounais. Je n'appelle ici à aucune violence. Je n'appelle à aucun règlement de compte. Mais je suis convaincu que beaucoup d'entre vous rendront des comptes demain. Alors pour éviter ça, il est temps qu'on s'asseye et qu'on parle de transition dans ce pays. Aucun vice-président ne passera dans la tête des Camerounais. Aucune vice-présidence ne passera dans la tête des Camerounais. Il va falloir que les Camerounais décident du destin qui est le leur, comme d'autres pays. On ne peut pas être plus nanti que les autres et être plus nul que les autres. Nous avons tout dans notre pays, le Cameroun. Les richesses du sol, les ressources humaines, nous les avons. On peut vivre sans rien attendre des autres. Mais il est donc temps que chacun d'entre vous pense à cette transition que je propose ici depuis 30 ans. Je suis parti du Cameroun. Je suis parti du Cameroun avec cette idée-là. 30 ans. Je parle de transition.
Cette transition-là, pour toi qui ne comprends pas toujours, va nous permettre de réformer la constitution du Cameroun. Il faut la réécrire en se basant sur ce que nos ancêtres ont fait depuis, nos parents, mais maintenant il faut l'adapter à nous autres, à vous autres, aux prochaines générations. La multiple nationalité, le problème des terres, qui doit acheter des terres au Cameroun, il faut l'écrire dans notre constitution. Quelle est la place des étrangers? On ne peut pas vivre sans étrangers au Cameroun, il faut l'écrire dans la constitution. Quelle est la place d'un enfant chinois, né des parents chinois au Cameroun? Quelle sera sa nationalité? Aura-t-il la nationalité automatique du Cameroun ou aura la nationalité de son pays? Quel sera son statut? Quel sera le statut de cet enfant qui est né d'un enfant de père américain, blanc, de mère camerounaise, noire? Parce que de père américain de nationalité camerounaise, et il est camerounais, ce n'est pas le plus important, il est d'office. Et des mères camerounaises avec la nationalité française sont d'abord d'office des Camerounais. Leur bébé est camerounais. Mais maintenant, il faut se poser la question. Cet enfant qui est né là, son père est un Russe, blanc. Sa mère est camerounaise. Ce bébé est né au Cameroun, n'est-ce pas? Automatiquement, il aura la nationalité aussi de son père, n'est-ce pas? Il aura la nationalité aussi de sa mère. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quel est son statut au Cameroun? Il est camerounais, il est russe, il est russo-camerounais. Quels sont ses droits dans notre pays? Et quels sont ses devoirs? Tout ça doit être mentionné. Réécrire encore dans nos institutions la place de la veuve dans notre pays. La place du veuve. Les veuves sont tellement maltraitées dans ce pays, en nul autre pareil. Elle a fait 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans avec un homme marié. Ils ont fait des enfants. Le mari meurt. Les enfants d'une autre femme vient, la famille vient, on dit, prends tes pieds, non, rentre chez toi. Tout ça doit être réécrit. Je ne peux pas énumérer tout ça ici maintenant. Et il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans cette constitution qui va être un jour réécrite, la préservation de nos tombes, mes chers amis, la protection des tombes. Les gens continuent aujourd'hui à écrire l'histoire de l'Égypte. Parce qu'on dit qu'on a retrouvé la tombe de l'oncle de la petite sœur de l'arrière-grand-mère de Pharaon. Ça crée la curiosité. On dit que non, les tombes étaient encore intactes. Non, elles étaient tellement bien protégées. Mais les nôtres, c'est comme cette dame parlait là, tout à l'heure. On a profané la tombe de mon oncle. On a profané la tombe de mon père, de mon oncle, de ma grand-mère, de ma tante, de mon grand-père, de mon père. Ce n'est pas dans nos cultures. La richesse, nous sommes nés riches, humainement d'abord. Matériellement, Dieu a voulu que nous soyons nés sur un sol riche comme le Cameroun. Donc, les autres personnes viennent s'enrichir chez nous, n'est-ce pas? Pendant ce temps, nous allons déterrer les nôtres pour aller vendre le reste. Et on vend ce terrain-là aux Chinois. C'est-à-dire que Dieu veut vous le rappeler tous les jours. Le Chinois ne connaît pas Jésus-Christ. Le Chinois ne connaît pas qui est Mohamed. Il ne veut pas savoir. Le Chinois n'a pas le sol riche comme le nôtre. Mais pendant que toi, tu es à l'église, à faire les prières de nuit, toute la nuit, tu es à l'église. Mais le Chinois, lui, il est à l'est, en train de creuser le sol. Quand toi, tu as fini à l'église, tu viens demander le travail au Chinois, qui vient à des milliers de kilomètres pour venir creuser le sol chez toi et te dit, non, toi qui as le sol, c'est là. Bon, va devenir balayeur chez moi. Deviens mon chauffeur. Deviens mon chauffeur. Tu conduis celui qui est venu prélever l'or chez toi et il envoie cet or-là en Chine, dans un autre pays. Mais entre-temps, toi, tu pries Dieu, que Dieu te donne la richesse. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de prier que Dieu me donne la richesse. Parce que Dieu a fait de moi d'abord une richesse.
Je n'ai pas besoin de demander à Dieu que Dieu intime vraiment, oh, donne-moi l'or, donne-moi le diamant que je ne porte même pas. Il ne porte pas ces choses-là. C'est des grandes richesses, mais j'aime porter tout ce qui est en argent. Le fer. Je n'aime pas l'or. Oui, on peut capitaliser pour construire comme fait Ibrahim Traoré. Donc je ne peux pas m'asseoir, dire Antizama, vraiment moine. Donne-moi l'or. Donne-moi le diamant. Donne-moi l'eau. Donne-moi la pierre, donne-moi le fer, donne-moi le bois. Donne-moi le pétrole, le gaz, le manganèse. Moi-même, je suis déjà tout ça. Maintenant, je vais donc capitaliser ce que Dieu, il a voulu que je sois né là-bas, quelque part à l'est, au nord, au nord-ouest, au sud-ouest, au grand nord, au centre, à l'est quelque part. Je capitalise donc. Je ne peux pas aller demander à l'église ou à la messe à Dieu, Dieu, je veux être riche parce que je suis déjà. Mais ceux qui ont compris que nous sommes nés dans un pays riche, posé sur un sol riche, les Chinois l'ont compris, les Russes l'ont compris, les Français l'ont compris, les Américains ont compris, n'est-ce pas? Et ils viennent donc maintenant prendre tout ce que toi tu recherches, c'est aller coucher avec le Chinois là pour qu'il te donne les miettes dans sa poche. Tout ce que tu cherches, c'est qu'il te donne le travail pour être son chauffeur. Mais tu n'as des yeux que c'est Paul Biya. Le Chinois là ne connaît pas qui est Paul Biya. Il s'en fout. Il ne cherche pas à savoir. Il a scanné le gouvernement. Il a compris que le ministre des Mines, c'est l'un des plus grands corrompus. Il a compris qu'à la police, il n'y a que des corrompus. Les maires et les gouverneurs ne sont que là pour ça. Ils se préparent avant d'arriver. Il dit, voilà, je sais que si je donne $200 à tel, je l'ai déjà dans ma poche. Je donne $50 à tel, je l'ai dans ma poche. Je fais le tour comme ça là. Et quand j'ai un problème, je les appelle. À tort ou à raison, ils te mettent en prison. Voilà notre fort. Alors il faut reformer tout ça. Apprendre aux Camerounaises et aux Camerounais à être des patriotes. Quand tu croises un Camerounais quelque part, ne cherche pas à connaître de quel village vient-il, quelle est sa religion ou bien sa région. Non. Tends la main. Aide-le d'abord. Dans ce qu'il est en train de faire. Dans le bon sens. Ne cherche pas à savoir son village. Oui, monsieur. Parce que ceux qui t'ont aidé ici,